Bien, merci cher Richard Prasquier. Non, c'était très bien. En 3 minutes en plus. Bon, et moi j'ai 10 minutes d'abord pour vous dire ma gratitude de cette récompense que je viens de recevoir et qui me procure une grande émotion. Et puis ma joie de me retrouver parmi vous, cher Hillel, 13 ans après, je crois, notre conférence, notre Durban alternatif, ici même ou pas loin. Et j'ai 9 minutes 19 secondes maintenant pour répondre à la question que vous m'avez posée, cher Hillel, et qui est la suivante. Qu'est-ce que cette guerre de Gaza fait à Israël? Qu'est-ce qu'elle fait au monde? Et qu'est-ce qu'il est permis aujourd'hui d'espérer? D'abord, qu'est-ce que cette guerre fait à Israël? Il se trouve que j'ai été, je crois, l'un des premiers étrangers, en tout cas le premier Français, à me rendre en Israël le 7 octobre. Dans la nuit du 7 au 8, j'ai trouvé un avion, je me suis rendu immédiatement à Sderot, dans les villes du Sud et dans les kibboutz qui venaient d'être si sauvagement attaqués. Je suis probablement l'un des premiers étrangers, après les premiers reporters israéliens, à être entrés dans les kibboutz de Be'eri et de Kfar Aza. Et j'ai vu beaucoup de choses dans ma vie, comme vous l'a rappelé Richard Prasquier. J'ai couvert beaucoup de guerres. J'ai écrit des reportages sur des choses atroces pour le journal Le Monde, pour le New York Times, pour des journaux comme Paris Match. Et je suis arrivé à Kfar Aza 24 heures après que la plupart des corps avaient été évacués, les corps mutilés, carbonisés, démembrés. Néanmoins, ce que j'ai vu à Kfar Aza a dépassé mon imagination et restera gravé en moi, continuera de me hanter comme l'un des pires souvenirs de mes 50 ans, vous l'avez rappelé, d'engagement politique et sur le terrain. Le plus immense pogrom survenu depuis 80 ans et probablement, et de fait, avec le World Trade Center, l'acte terroriste le plus foudroyant, le plus neuf des 50 dernières années. Ce que j'ai vu à Kfar Aza, ce que j'ai senti à Be'eri, ce que j'ai senti dans toutes les villes du Sud, qui étaient à l'époque le 8, le 9, le 10 octobre, des villes fantômes, ce que j'ai senti à Jérusalem, ce que j'ai senti à Tel Aviv, c'est un sentiment de précarité et de vulnérabilité comme je n'en ai jamais éprouvé depuis 56 ans que je vais en Israël. J'ai couvert pour le journal Le Monde, pour d'autres journaux, à peu près toutes les guerres d'Israël. Les guerres de Gaza, les 2 guerres du Liban, la guerre du Kippour, la guerre des Scuds. Je n'ai jamais senti, comme aujourd'hui, en Israël, un tel sentiment d'anxiété et de vulnérabilité que face à cette guerre totale, à cette guerre sans but de guerre, que face à cette guerre qui n'a d'autre projet, fût-il affiché, que la destruction d'Israël comme telle, le Hamas, le Hezbollah, les Houthis et leurs puissants parrains. Donc c'est ça que j'ai ressenti pendant ces quelques jours, ces 10 jours que j'ai passés en Israël après le 7 octobre, y compris et notamment d'ailleurs
parmi les soldats de Tsahal qui, à l'époque, commençaient à se positionner en bordure de la bande de Gaza. Donc j'ai senti tout cela, grand sentiment de malaise, ces histoires de souterrains qui ravivent chez ceux de nos sœurs et frères de cœur israéliens qui ont lu le plus de livres, les pires souvenirs, les pires mythologies. Cette guerre des souterrains, elle semble sortie des anciens Grecs, elle semble sortie des pires cauchemars dostoïevskiens, elle semble sortie des pires épisodes auxquels notre imaginaire qu'il peut parfois imaginer. Donc un choc terrible, un choc comme je n'en ai jamais perçu dans les guerres précédentes. Et vraiment, en 1967, j'avais 19 ans, et je suis allé en Israël au dernier jour de la guerre des 6 jours. C'était la victoire, mais néanmoins, je ne crois pas qu'il y ait eu un tel sentiment de blessure profonde, un choc d'une ampleur et dont les échos sont aussi puissants et aussi longs qu'aujourd'hui. Pour le monde, cette guerre de Gaza, cette attaque du Hamas contre Israël aura et doit avoir des répercussions considérables. Je la vois, pour ce qui me concerne, à travers une grille de lecture que j'ai exposée dans un livre qui a maintenant quelques années, qui s'appelait « L'Empire et les Cinq Rois » et où je disais en gros que le monde d'aujourd'hui était un monde où il y avait d'un côté le monde des démocraties, pas seulement au sens géographique, parce que des démocrates, il y en a partout, et de l'autre côté, le monde de ceux qui fabriquent ou qui se satisfont de la tyrannie. Et je disais qu'il y a une internationale du pire, une internationale de la haine en train de se mettre en place. C'est un livre qui a été publié en 2016 ou 2017 et dont les acteurs étaient les suivants: l'Iran, la Russie, la Chine, la Turquie et les nostalgiques sunnites de l'Oumma. Et ce que ces 5 puissances ont en commun, c'est que ce sont d'anciens empires, que ces empires sont aujourd'hui déchus et qu'ils nourrissent tous le rêve de ressusciter. Et c'est ça, le grand jeu d'aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, c'est que les 5 sont au rendez-vous. Les 5 planètes noires se sont alignées contre Israël. Et à travers Israël, contre l'Europe, les États-Unis, les démocraties et les démocrates dans leur propre pays. L'islamisme, ça va sans dire, les frères musulmans, ce que j'ai appelé en effet il y a 30 ans le fascisme-islamisme, l'Iran, qui est le véritable donneur d'ordre et le véritable sponsor de cette opération atroce, de ce pogrom, la Russie, dont on sait aujourd'hui le rôle qu'elle a joué. La Russie est le seul grand pays où les dirigeants du Hamas ont été reçus avec les honneurs et tapis rouges juste avant l'attaque et juste après l'attaque. La Turquie, dont le néo-sultan a mis bas le masque quelques jours après l'attaque, Erdogan, qui a refusé de condamner naturellement, mais qui a même été de ceux qui, avec le plus de culot, ont qualifié ou ont traité le Hamas comme un mouvement de résistance décolonisateur et ainsi de suite. Et puis la Chine en back-office. Donc aujourd'hui, Israël est l'épicentre, est un point minuscule sur lequel sont venues se concentrer, se condenser toutes les forces les plus malfaisantes de notre histoire contemporaine.
Et l'axe du monde, d'une certaine manière, s'est déplacé là. C'est à cet endroit-là que se joue la grande bataille de notre temps. Ce n'est pas une guerre de civilisation, parce que ce n'est pas des pays contre d'autres, c'est des idées contre d'autres idées. C'est en Israël que se trouve l'épicentre de cette bataille. C'est en Israël que se trouve la première ligne de ce combat. Et je crois que si on ne comprend pas cela, si on ne voit pas cela, eh bien, on ne comprend rien à ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Que faire à partir de là ? Qu'est-ce que nous pouvons espérer, ou en tout cas, qu'est-ce que nous devons souhaiter ? Je crois très fermement la chose suivante. D'abord que, quelle que soit la pression internationale, quelle que soit la pression des alliés d'Israël, il ne faut pas céder ou tomber dans le piège du cessez-le-feu. Face à un adversaire comme le Hamas, un cessez-le-feu ne peut servir à l'adversaire qu'à se renforcer, à se regrouper, à se réarmer. Il ne pourrait s'opérer qu'aux dépens d'Israël et des idées qu'Israël porte. Je crois que c'est la première chose. Et quoi que l'on puisse penser du gouvernement actuel d'Israël, la bataille sémantique qu'il livre lorsqu'il préfère dire trêve que cessez-le-feu et pause que trêve, elle est essentielle. Essentielle. Un cessez-le-feu serait une prime donnée, un cadeau offert, une providence pour les barbares. La deuxième chose, c'est qu'il faut tout faire pour que les otages reviennent à la maison. C'est une position constante, c'est un article de foi, c'est un point de doctrine de tous les gouvernements d'Israël depuis 75 ans. L'idée qu'on négocie, même avec le diable, même avec les nazis du Hamas, quand il s'agit de ramener des vivants et même parfois des morts. C'est la tradition d'Israël, héritée, apprise dans la pensée juive la plus exigeante, apprise de Maïmonide, apprise des maîtres du Talmud, que rien ne vaut une vie, même quand il s'agit d'un mort, si j'ose dire. Et donc, il faut soutenir de toute son âme et de tout son cœur, quand on est à la place où nous sommes, à Genève, à Paris, à New York, au Canada, il faut soutenir les efforts terribles, les efforts qui sont probablement un véritable supplice pour faire rentrer les otages. Et puis enfin, je crois, et c'est ce que vous faites, mon cher ami, à UN Watch, je crois qu'il faut continuer de livrer la bataille idéologique. Il faut continuer de lutter contre la désinformation. Il faut continuer de se battre contre les fausses vérités et contre les infox. Je vous le disais en commençant, et je terminerai là-dessus, et Richard Prasquier vous l'a dit, j'ai, pour un intellectuel, pour un philosophe, une certaine expérience de la guerre. J'ai raconté des guerres, j'ai couvert des guerres. Et il se trouve que je suis, pour ne pas remonter au Bangladesh, c'est la préhistoire, j'ai réalisé un film il y a très peu de temps, il y a 6 ans, qui s'appelle « La bataille de Mossoul », que vous pouvez trouver, il est sur la plateforme de la chaîne de télévision Arte. J'ai tourné cela. J'ai passé plusieurs semaines embedded avec les troupes kurdes, puis les troupes irakiennes, puis les troupes de la coalition internationale, à filmer, avec mon équipe, la libération de Mossoul, c'est-à-dire la capitale de Daesh. Les destructions à Mossoul, et telles que je les ai filmées, elles sont là, sont sans commune mesure.
avec les destructions à Gaza. Les destructions de vies civiles sont sans commune mesure avec le chiffre que l'on connaîtra un jour et qui n'est certainement pas celui que donne le ministère de la Santé du Hamas, de la guerre de Gaza. Et je n'ai jamais entendu à l'époque, jamais, ni sur le terrain, ni dans les capitales étrangères, ni dans les grandes chancelleries, ni dans les plus hautes instances de mon propre pays, je n'ai jamais entendu que l'on priât la coalition internationale d'interrompre ces opérations, d'arrêter un peu le bras, de prévoir d'organiser des cessez-le-feu pour permettre à ce qu'il y ait moins de victimes civiles. Et ce que je n'ai pas vu non plus à l'époque de la bataille de Mossoul, ni à l'époque de rien. J'ai filmé, encore une fois, des guerres de libération. Comme le disait tout à l'heure le magnifique monsieur Kemp sur la vidéo qu'il nous a envoyée, qu'il vous a adressée, je n'ai jamais vu, ni à Mossoul, ni ailleurs, une armée animée par le même scrupule éthique que Tsahal. Aujourd'hui encore, donner aux civils de Gaza 24 heures pour évacuer leur quartier ou leur ville, prolonger les 24 heures en 2 jours, 3 jours, au bout du compte, donner 15 jours pour que cette évacuation se fasse. Je n'ai jamais vu cela dans aucune guerre. Je n'ai jamais entendu, comme auprès des commandants de Tsahal avec qui j'ai passé du temps dans les 2 précédentes guerres de Gaza sur le terrain, et cette fois-ci avant les opérations. Je n'ai jamais entendu des commandants, je n'ai jamais entendu des simples soldats aussi déchirés par cette contradiction, par ce double impératif, ce triple impératif de casser une organisation nazie, de sauver la peau de leurs camarades et d'éviter au maximum les victimes civiles innocentes. Ce souci moral, je ne l'ai jamais vu sur aucun théâtre d'aucune des guerres que j'ai couvertes, autant qu'en Israël. Autrement dit, je vous encourage à rappeler à tous ceux auxquels vous aurez l'occasion de vous adresser, notamment aux Nations Unies, que les grands principes, la doctrine de la pureté des armes, le Toar HaNeshek, est toujours aussi vivant aujourd'hui qu'il le fut à l'époque des grands pionniers, à l'époque de la naissance de l'État d'Israël et à l'époque des grands ancêtres du Yishuv. Le Toar HaNeshek est toujours vivant. La noblesse d'Israël, la morale d'Israël ont la même intensité aujourd'hui que dans ces époques les plus glorieuses. De cela, je peux témoigner et je vous invite à en témoigner aussi, et je serai le cas échéant à vos côtés de nouveau pour le faire. Merci infiniment. Merci.